Et si je vous disais que le secret pour devenir un champion du monde, eh bien, ce n'est pas de commencer le plus tôt et de s'entraîner le plus intensément possible, mais au contraire, de prendre son temps. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. Ah oui, c'est une idée totalement contre-intuitive. Et pourtant, c'est exactement la conclusion qui ressort des données qu'on a devant nous. Le chemin le plus rapide vers le succès, en fait, n'est pas celui qui mène au plus haut sommet. C'est ça qui est fascinant. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ensemble cette approche, de comprendre pourquoi les caractéristiques des jeunes qui sont très performants sont souvent à l'opposé de celles des futurs champions du monde. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'excellence. Exactement. Et on va voir que le système de détection des talents qu'on connaît, il est peut-être en train de passer à côté de la majorité des futures légendes. Alors, commençons par le cœur du sujet. Il y a ce graphique qui m'a vraiment interpellé. Il montre deux courbes, deux trajectoires de carrière. La première, c'est celle des hauts performeurs. Elle grimpe en flèche dès le début. C'est l'ascension fulgurante, le jeune prodige qui impressionne tout le monde. C'est le parcours qu'on valorise, oui. Le succès immédiat, le succès visible. Mais ce qu'on voit très bien sur cette courbe, c'est qu'après cette montée rapide, eh bien, elle atteint un plateau. Elle plafonne. À un très beau niveau, certes, mais pas à un niveau d'élite mondiale. Et c'est là que ça devient incroyable. La deuxième courbe, celle des performeurs de classe mondiale, elle commence beaucoup plus bas. La progression est lente, presque décevante au début si on la compare à l'autre, quoi. On se dirait, bon, cette personne n'a pas vraiment le truc. Sauf que cette courbe, elle ne plafonne pas. Au contraire, elle continue de monter, sa pente s'accélère. Et il y a un moment où non seulement elle rattrape la première, mais elle la dépasse largement pour atteindre un niveau bien supérieur. C'est la définition même du marathon qui bat le sprint. C'est la fable du lièvre et de la tortue, mais appliquée au développement des talents, justement. Et ce n'est pas juste une jolie théorie, on est d'accord. Il y a des exemples concrets, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dans des domaines très très variés. En sciences, par exemple, on a découvert que les futurs lauréats du prix Nobel, eh bien, en début de carrière, ils ont une progression plus lente que leurs collègues qui, eux, ne gagneront jamais le prix. Attendez, ça c'est dingue. Plus lente? Oui, plus lente, ils publient un peu moins, sont peut-être moins cités au départ. On imagine toujours le futur génie comme étant le premier de sa promotion, celui qui brille dès le premier jour. Exactement. Mais non. En fait, ils explorent plus en profondeur avant de faire leur grande découverte. Et on retrouve la même chose en sport. Les futurs athlètes de classe mondiale, ils sont souvent en retard sur les athlètes de niveau seulement national pendant l'adolescence. Ah oui. Ils ne collectionnent pas les médailles dans les catégories juniors. Et même aux échecs, un domaine pourtant si mesurable, c'est la même histoire. À 14 ans, les joueurs qui deviendront le top 3 mondial avaient en moyenne un classement Elo inférieur à ceux qui allaient se classer entre la 4e et la 10e place. Donc si je comprends bien, ce qui compte, ce n'est pas la photo de la performance à un instant T. C'est la dynamique, c'est la vitesse de progression sur le long terme. C'est la pente de la courbe qui est le véritable indicateur. C'est précisément ça. La clé, c'est la trajectoire. Une progression qui démarre plus tard, peut-être, mais qui est plus rapide et qui mène à un pic de performance non seulement plus tardif, mais surtout plus élevé. D'accord. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette différence fondamentale de trajectoire, si ce n'est pas juste une question de s'entraîner plus dur? C'est quoi les recettes secrètes de ces deux parcours? Eh bien, les recettes sont non seulement différentes, elles sont diamétralement opposées. C'est ça qui est fascinant. Commençons par la recette du succès précoce, alors, celle du lièvre. J'imagine que c'est celle qu'on connaît tous. C'est exactement celle que tous les systèmes de formation encouragent. Spécialisation précoce, on choisit une discipline à 6 ou 7 ans. Accélération précoce, on pousse l'enfant dans des programmes intensifs. Le résultat, c'est un volume énorme de pratiques très spécifiques et très peu, voire pas du tout, de pratiques multidisciplinaires. C'est l'autoroute. Efficace à court terme, mais limitée. On imagine le jeune tennisman qui ne fait que du tennis, 10 heures par jour depuis son plus jeune âge. Et pour les futurs champions du monde, les tortues, c'est l'inverse. C'est l'inverse point par point. D'abord, un démarrage et une spécialisation beaucoup plus tardifs. Ensuite, un volume de pratique spécifique qui est bien plus faible pendant l'enfance et l'adolescence. Mais le facteur le plus déterminant, c'est une pratique multidisciplinaire très étendue. C'est-à-dire qu'il touche à tout.
Exactement. Ils passent énormément de temps à faire d'autres sports, à jouer d'autres instruments, à explorer d'autres domaines. Ça me fait penser à Roger Federer. Ses parents ont toujours insisté pour qu'il continue à jouer au foot, au basket, au squash jusqu'à son adolescence. Ils refusaient catégoriquement qu'il se focalise uniquement sur le tennis trop tôt. Il n'était pas le meilleur junior de Suisse, mais il a construit une base athlétique et une coordination bien plus large. Et c'est ce qui lui a permis de développer un jeu plus complet et de durer plus longtemps au sommet. C'est un exemple parfait. Donc cette diversité, cette exploration, c'est ça la fondation solide qui permet ensuite de construire un gratte-ciel. Alors que la spécialisation précoce, c'est comme construire une jolie maison mais sur du sable. C'est une excellente image. Et ce qui est visuellement frappant, c'est que les facteurs de réussite sont littéralement inversés. Un démarrage précoce, c'est un plus pour les juniors, mais un moins pour l'élite mondiale. Plus de pratiques spécifiques, c'est positif pour le succès précoce, mais négatif pour le succès de pointe. C'est fou. Et à l'inverse, la pratique multidisciplinaire, qui peut freiner un peu la performance à 12 ans, est le meilleur prédicteur de la performance à 30 ans. C'est une symétrie presque parfaite? C'est fou cette idée d'inversion. Mais ça veut dire que toute notre image du petit prodige qui devient champion est fausse? Que l'enfant qui survole toutes les compétitions à 12 ans a en fait moins de chances de devenir le numéro 1 mondial plus tard? Est-ce que les chiffres confirment vraiment ça? Il le confirme de manière assez brutale. Il y a ce diagramme de Venn qui est sans appel. Imaginez deux cercles. Un pour les talents précoces et un autre pour les talents adultes. Le bon sens voudrait que ces deux cercles se superposent presque entièrement. Oui, on s'attendrait à 80 ou 90% de chevauchement au moins. En réalité, le chevauchement est de moins de 15%. Pardon? Moins de 15%. C'est minuscule. Ça veut dire que 85% des membres de l'élite mondiale à l'âge adulte n'étaient pas considérés comme des talents d'élite dans leur jeunesse. C'est exactement ça. La grande majorité des futurs champions ne faisaient tout simplement pas partie du gratin quand ils étaient jeunes. Et quand on regarde les chiffres par domaine, c'est encore plus marquant. Près de 90% des jeunes athlètes et joueurs d'échecs qui sont au sommet dans les catégories jeunes ne feront jamais partie de l'élite mondiale adulte. Ils disparaissent des radars. Mais où vont-ils? C'est terrible. Ils plafonnent, ils se blessent, ils font un burn-out. Pour l'athlétisme, seuls 12% des médaillés internationaux adultes étaient des talents précoces identifiés. Pour les échecs, c'est 11% du top 10 mondial. Pour les cursus académiques d'élite, on tombe à 9%. Et le chiffre qui m'a le plus scié, pour les carrières qui atteignent le top 1% en termes de salaire ou de performance cognitive, seulement 1% de ces personnes étaient des prodiges dans leur jeunesse. Une seconde. 1%? Ça veut dire que 99% des gens qui réussissent le plus au niveau professionnel n'étaient pas les petits génies de leur école. Ça change complètement le donne. Ça change tout. Ce sont deux groupes largement distincts. Les futurs champions étaient peut-être bons, au-dessus de la moyenne, oui, mais ils n'étaient pas au sommet de la pyramide junior. Ils étaient occupés à construire leur fondation. D'accord, je comprends la logique, les chiffres sont clairs, mais ça me semble complètement fou. On a des centres de formation, des programmes nationaux, des millions et des millions investis. Est-ce qu'ils se trompent tous à ce point? Pourquoi est-ce que le système entier est construit sur une idée qui, d'après ces données, est fausse? C'est la question cruciale. Et la réponse, c'est que le système est biaisé de manière structurelle, pour 3 raisons principales. La première, c'est que le processus de sélection est tout simplement inefficace. En se basant sur la performance à 12 ou 14 ans, on exclut mécaniquement la majorité des futurs talents de classe mondiale. On sélectionne les lièvres et on laisse les tortues sur le bord de la route. On jette le bébé avec l'eau d'Ibin en quelque sorte. Quelle est la deuxième raison? La deuxième, c'est que l'hyperspécialisation, qui est la méthode privilégiée par ce système, nuit au potentiel à long terme. Elle favorise les prodiges au détriment des futurs champions. C'est l'image du tunnel étroit. On s'engouffre dedans pour un succès rapide mais limité, alors que le chemin vers le plus haut sommet est un pont plus large, construit sur des fondations diversifiées. On construit les murs avant d'avoir des fondations solides. Ça tient un temps, mais ça ne montera jamais très haut. Et j'imagine que la troisième raison est liée à l'argent et à la pression des résultats. C'est le nerf de la guerre. Les incitations sont axées sur le court terme. Les entraîneurs, les fédérations, les programmes, ils sont jugés et financés sur la base des médailles gagnées par leurs juniors.
Pour avoir des financements, il faut des résultats rapides. Et pour avoir des résultats rapides, on applique la recette du succès précoce, l'hyperspécialisation. C'est un cercle vicieux qui renforce les mauvaises pratiques et encourage cette vision sprint, même si tout le monde sait, au fond, que c'est une course de fond. C'est un constat assez sévère. Le système est inefficace, contre-productif et basé sur les mauvaises incitations. D'accord. Alors, si on devait concevoir un système idéal, une sorte d'académie des tortues, sur quel principe elle serait fondée? C'est exactement la bonne question. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de repenser entièrement le processus. La toute première étape, c'est de redéfinir ce qu'on cherche. Il faut changer nos indicateurs de potentiel. Donc, au lieu de chercher le champion de 12 ans avec la plus belle fiche de résultats, on chercherait un autre profil. Précisément. On chercherait toujours un bon niveau, bien sûr, un talent brut, mais on accorderait une importance capitale à une autre critère. Une pratique multidisciplinaire riche. Le jeune au potentiel exceptionnel n'est peut-être pas celui qui ne fait que du foot depuis l'âge de 6 ans, mais plutôt celui qui est bon en foot, correct en tennis et qui joue aussi du piano. Son potentiel de développement à long terme est bien plus grand. On ne cherche plus la performance au sommet, mais une performance au-dessus de la moyenne combinée à une grande curiosité et une large base de compétences. Deuxième étape découle logiquement de ça. Il faudrait activement encourager cette diversité. Absolument. Il faut arrêter de dire aux enfants « choisis ta voie le plus vite possible » et commencer à leur dire « explore le plus possible avant de choisir ». Il est même recommandé d'encourager la pratique de 2 disciplines supplémentaires en parallèle de la discipline principale, et ce le plus longtemps possible. Cela enrichit l'apprentissage, développe une base motrice et cognitive plus large et prévient aussi beaucoup mieux les blessures et le burn-out qui sont liés à la répétition excessive du même geste. D'accord. Et enfin, le plus difficile, j'imagine, comment on change les incitations? Comment on convainc un sponsor ou une fédération d'attendre 10 ans pour voir des résultats? C'est le défi majeur. La solution, c'est d'évaluer des succès sur le long terme. Le succès d'un programme de formation ne devrait plus se mesurer au nombre de médailles gagnées en cadet ou en junior. Ça devrait être un indicateur secondaire, voire anecdotique. Le véritable et unique indicateur de succès, c'est combien de nos athlètes atteignent et performent au plus haut niveau mondial à l'âge adulte. Il faut suivre les cohortes jusqu'à leur pic de performance, qui peut arriver à 25, 30, voire 35 ans. Ça demande une patience et une vision à long terme qui semble presque étrangère à notre culture de l'immédiateté. Une patience immense et une confiance dans le processus plutôt que dans les résultats immédiats. C'est un investissement, pas une dépense. Si on fait le bilan de tout ça, le message est incroyablement puissant. Le chemin le plus direct, cette autoroute de la performance précoce qu'on nous vend comme le seul modèle possible, n'est en fait pas celui qui mène au plus haut sommet. C'est la voie sinueuse, le chemin de montagne, qui prend des détours par d'autres disciplines, qui est la plus sûre pour construire une excellence durable et au final, plus élevée. C'est exactement ça. En construisant une base de compétences plus large, on se donne la possibilité de construire un édifice plus haut par la suite. Et ça soulève une question qui va bien au-delà du sport ou des échecs. Une question qui nous concerne tous dans nos vies. Ah oui, laquelle? Dans nos carrières, dans nos projets, dans l'éducation de nos enfants, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, tendance à appliquer la recette du lièvre? Est-ce qu'on optimise pour des victoires à court terme, la promotion rapide, le succès visible tout de suite? Ou est-ce qu'on prend le temps de construire patiemment une base de compétences large et diversifiée, même si les résultats sont moins spectaculaires au début, pour atteindre un potentiel maximal sur le long terme? La question est là. Sommes-nous sur l'autoroute qui mène à un joli plateau ou sur le chemin de montagne, plus lent et plus difficile, mais qui est le seul à mener au plus haut sommet?